Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je sais ce que vous vous dites, hein, mais qu'est-ce qu'elle fabrique celle-là ici? Je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, j'en suis terriblement désolé. J'ai eu une période à vide, on va dire, où j'étais très fatigué, j'avais plein de lectures imposées que je n'avais pas envie de lire, et j'avais d'autres lectures interminables qui ont fait que je crois que je n'ai quasiment rien lu pendant le mois d'août, si ce n'est des lectures que j'avais déjà évoquées. Après, il m'a fallu un petit délai pour me remettre à la lecture, me remettre à des lectures que j'avais envie d'évoquer, envie de parler, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère vraiment avoir le temps et l'occasion d'en faire rapidement une deuxième sur mes prochaines lectures, ou en tout cas mes lectures en cours. Normalement, c'est prévu, mais là aujourd'hui, on va simplement se concentrer sur mes dernières lectures, mes bonnes lectures, et puis celles qui m'ont un peu fatigué, on va dire, ou en tout cas fait décrocher quelques temps, mais rien de très grave, puisque vous voyez, je me suis remis au travail. Commençons tout de suite avec Le sang de la cité, capitale du Sud, tome 1. J'en avais parlé, il me semble que c'était quasiment il y a 2 ou 3 mois, en tout cas c'était effectivement pendant les périodes des vacances. J'ai commencé, j'ai fini d'ailleurs ce premier tome de cette trilogie. La spécificité de cet univers, ou en tout cas de cette première trilogie, c'est qu'elle fonctionne avec une autre en face qui s'appelle Capitale du Nord, qui est écrite par une autrice. Ici, là, l'auteur, c'est Guillaume Chamanadjian. Oui, c'est ça. Non, Chamanadjian, pardon, excusez-moi. J'ai essayé de lire à l'envers et évidemment, je n'y arrivais absolument pas. Deux auteurs pour deux trilogies différentes qui se répondent parce que c'est dans le même univers et vous avez des personnages qui vont agir dans la première trilogie, qui vont avoir une influence dans l'autre, etc. Par exemple, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que l'héroïne de la deuxième trilogie est déjà présentée dans ce premier tome. C'est assez intriguant comme façon de fonctionner, et je m'étais dit pourquoi pas. Ce qui m'intéressait aussi, c'est le côté un petit peu, j'allais dire, architectural. Non, n'exagérons pas, mais c'est quand même cette idée de vouloir construire une histoire autour d'une ville avant tout, pas nécessairement autour de personnages. Évidemment que vous avez des personnages qu'on va probablement retrouver dans les tomes suivants, je ne les ai pas encore lus, mais l'idée c'est vraiment de créer une histoire avec une ville, de faire vivre cette ville. Donc vous avez normalement au début une jolie petite carte que vous pouvez voir ici, et l'auteur va, tout au long du roman, essayer de construire cette ville, de nous montrer à quoi elle ressemble et d'évoquer, j'allais dire, les différentes tensions. Tout débute avec le héros, Knox, qui est un jeune orphelin recueilli par le duc, l'un des nombreux ducs de cette ville, qui se retrouve un petit peu au cœur des intrigues politiques. Le duc a un grand projet, celui de créer un canal pour permettre aux différentes personnes, pour développer le commerce de la ville. Ce canal ne plaît pas à tout le monde, il y a différents clans qui sont opposés, d'autres sont favorables, et le duc essaye avec Knox justement de l'emporter. Il y a un petit côté, j'allais dire, on dit ça assez rapidement, un petit côté Game of Thrones, avec ces différents clans, leurs histoires, les alliances, les mariages, les histoires d'amour. Il y a un petit peu ce côté-là, ça c'est sûr. Au début, ça m'a même un petit peu fait peur, parce que vous avez beaucoup de noms, plein de clans. Hein, le clan du lapin, du ceci, de cela, il y a de la couenne. J'adore ce clan, parce que le nom la couenne, ça me fait penser à la couenne, j'adore. Voilà, vous avez plein de clans comme ça, avec plein de noms, et au début je me suis dit, mais je vais jamais les retenir, et en fait, c'est pas si grave que ça. Il y en a quelques-uns qui sont très importants, d'autres qui sont évoqués comme ça ponctuellement, et lorsque ils ont une importance, on va développer cette importance-là. Donc ne vous laissez pas, j'allais dire, un petit peu écraser par ce nombre de noms importants au début, que ce soit le nom des quartiers, le nom des personnages, le nom des clans. Je vous assure que ça reste une lecture qui est tout à fait accessible. C'est rien de complexe à la Game of Thrones. Vraiment, au départ, j'avais un peu cette impression-là. Je m'étais dit, mince, on va avoir 150 noms à retenir et je vais en retenir 3 et je vais jamais rien comprendre. En réalité, c'est pas ça du tout. Il y a plein de noms pour nous montrer qu'il y a plein de monde dans cette ville, mais il y en a 10 qui reviennent et qui sont les plus importants. Le reste, c'est pas très grave pour le moment. Ça le sera peut-être par la suite.
ce sont quand même des intrigues donc politiques, des histoires d'alliance. Il y a aussi un petit côté fantasy parce qu'il y a quand même un peu de magie. Il y a une prophétie. Cette ville qui semble vivante. Voilà, cette ville vit. Nox le ressent, s'interroge là-dessus et cherche à comprendre le cœur de cette ville qui semble chanter pour lui. Voilà. Le tome 1, c'est vraiment un tome de présentation. Il se passe quand même plein de choses. C'est pas très long, hein. Le tome 1 fait 400 pages, il y a à peu près 10 chapitres. Ça, c'est ce que je regrette. Je trouve que les chapitres étaient peut-être un peu longs. Ils font tous environ 400 pages. Mais c'est une lecture qui se fait très vite. Il y a très rapidement des rebondissements. On a envie de savoir, on a envie d'en apprendre plus. C'est pas un premier tome dans lequel il se passe rien, rassurez-vous, mais c'est quand même la mise en place des différents personnages, des différents problèmes. C'est une lecture que j'ai bien appréciée. J'ai trouvé très intéressante, j'ai trouvé ça bien écrit, j'ai trouvé que c'était plein de bonnes idées, et j'ai hâte de voir la suite. Voilà, je suis très curieux de ce que ça va donner, je suis curieux aussi de voir ce que donne l'autre trilogie. Est-ce qu'il y en a une que je vais aimer, l'autre que je vais pas aimer. J'aime beaucoup aussi le choix éditorial parce que ce sont des couvertures qui se répondent et normalement vous pouvez mettre les tomes côte à côte. Donc j'hésite, au début je l'ai acheté en format grand format. J'hésite à continuer là-dessus ou à partir sur le poche parce que maintenant ce serait un petit peu dommage. Après à côté de ça, c'est dommage parce qu'au niveau de la tranche, il n'y a pas ce même phénomène. Or ça aurait été quand même très bien que est-ce que là c'est la tranche ou la côte? Mince, j'ai encore oublié, je suis désolé. Disputez-moi dans les commentaires, je mérite, mais ça fait longtemps que j'avais plus fait d'entraînement là-dessus, c'est tout à fait normal. Lecture que je recommande en tout cas. Vraiment, pas une lecture difficile. Si vous voulez une ambiance un petit peu politique avec un peu de fantaisie, ça se lit très bien, ça se lit très vite. Plein de personnages attachants, intéressants. Foncez. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous l'avez déjà lu, si ça vous intéresse, mais moi, ça a été ma lecture pour reprendre la lecture. Et je l'ai lu, je veux dire, ça, en 2 semaines, je crois. Vraiment, je faisais presque du... Non, c'est ça, en 2 semaines. Bonne lecture, à recommander. J'ai aussi profité de cette rentrée de septembre pour me mettre au travail et faire des lectures entre guillemets plus sérieuses, même s'il n'y a pas de vraie lecture sérieuse. Et j'ai donc lu Perceval ou le Conte du Graal. Pourquoi cette lecture-là? Parce que je pense que c'est une lecture essentielle si on veut avoir comment dire, une sorte de compréhension un petit peu sur les histoires de chevaliers et comment on racontait ces histoires-là au Moyen-Âge. Parce que c'est quand même un récit qui est très particulier, fait de différents épisodes qui sont eux-mêmes assez surprenants à chaque fois. Et ça nous donne une clé de lecture sur un personnage qui est quand même très connu, qu'on retrouve régulièrement, que ce soit dans les films ou simplement les séries, hein, je pense à Kaamelott. Et je pense que c'est important d'essayer de comprendre pourquoi ce personnage-là est souvent présenté comme un personnage un peu bête, un peu naïf. Notamment c'est dans Kaamelott, hein. Dans Kaamelott, Perceval, c'est un sombre crétin. Et ben, dans ce livre-là, c'est aussi un sombre crétin. On a un roman d'apprentissage, on a la formation d'un chevalier, et on a en même temps tout un discours religieux, je dirais, autour de la quête de la spiritualité, autour de la quête de la spiritualité, la recherche du Graal. Et en même temps, on a quand même des éléments assez étonnants, parce que Perceval, c'est quand même un apprenti chevalier, donc il fait n'importe quoi, il fait plein d'erreurs au début, et on nous montre comment il évolue pour s'améliorer. Sauf qu'il ne s'améliore pas nécessairement. Donc c'est une lecture assez étonnante, sombre sur certains aspects, étrange sur d'autres, hein. Le merveilleux, la magie est extrêmement présent, et ça peut parfois dérouter. C'est pas une lecture qui est très très longue, c'est pas non plus, j'allais dire, une lecture passionnante, parce qu'évidemment c'est pas du tout un roman qui est adapté pour les codes d'aujourd'hui. Les combats sont d'une facilité extraordinaire, Perceval est le plus fort. Mais voilà, pour une question de culture générale, de comprendre peut-être parfois un peu mieux les représentations du Moyen-Âge, et surtout, ne pas oublier, ça c'est quand même un point important, que le Moyen-Âge est une période de couleurs. Vous le voyez sur la couverture,
Les chevaliers sont colorés, et ça, c'est extrêmement important dans une époque qui est la nôtre, où on a tendance à représenter tout ce qui évoque le Moyen-Âge par du noir et du blanc. Je vous donne un simple exemple, Game of Thrones. C'est pas la seule série, hein, mais Game of Thrones, la série, si vous mettez de la couleur, ça semblait être un sacrilège. Dès qu'il y avait de la couleur, c'était éventuellement réservé aux femmes, et c'était pour parler des personnages les plus frivoles, ou en tout cas les plus riches et les plus coquets. C'est pas du tout ça, hein. Vous voyez sur la couverture, les couleurs qui sont évoquées dans Perceval, c'est du rouge, c'est du bleu, c'est du violet, c'est de l'or, de l'argent. C'est ça qu'on veut voir, et c'est comme ça qu'était le Moyen-Âge, plein de couleurs. Voilà, j'en dis pas plus, si ça vous intéresse vraiment, je répondrai à vos commentaires, mais voilà, c'est une lecture sympathique qui se fait vite, mais je me fais agresser en même temps. Après, il va faire encore des trous dans mon pull, j'en ai déjà là, et je suis pas très content. Sois doux, mon chat. Voilà, je ne m'éternise pas là-dessus. J'ai enfin fini la deuxième trilogie de l'Assassin Royal. Alors vous allez me dire, mais il en parle encore. Oui, je vais en parler très rapidement parce que la toute fin m'a fait encore réfléchir sur Robin Hobb. Alors, pour vous dire, c'est un petit peu ça qui m'avait fait décrocher la lecture ou les vidéos, c'est que j'ai enchaîné les 3 tomes de la deuxième trilogie de l'Assassin Royal. Honnêtement, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Moi, je trouvais ça un petit peu mauvais. Je parle bien de la deuxième trilogie. Attention, celle qui se passe, je crois, 20 ans ou 15 ans plus tard, quand Fitz est un adulte. Je ne parle pas de la première trilogie, je l'ai déjà évoqué dans une autre vidéo. Il y a des défauts, mais j'ai apprécié globalement sa lecture. La deuxième, je l'ai trouvée clairement en dessous, hein, soyons honnêtes. Et le 3e tome, ça commençait vraiment à réunir tout ce que je n'aimais pas, c'est-à-dire une quête de fantaisie qui est mal construite, avec une conclusion qui est évidente, et des personnages qui semblent bêtes. Voilà. Tout ça réuni faisait que j'en pouvais plus, j'avais qu'une envie, c'était de terminer cette lecture. Et, surprise, 3e tome, il me restait 100 pages. Et finalement, ces 100 pages-là, c'est peut-être ce que j'ai préféré le plus, parce qu'on quitte toutes ces histoires de quêtes, de choses à comprendre, qu'on comprend pas, qui sont un peu nulles, d'histoires de sauver le temps, le bien contre le mal, pour revenir sur ce qu'elle maîtrise le mieux, la question des relations entre les personnages, les émotions, le rapport à la vie, à l'amitié, au temps qui passe. Et là, j'ai trouvé de très belles réflexions, de très belles histoires, des moments très touchants. J'ai enfin retrouvé les personnages que j'aimais. J'ai trouvé vraiment de très belles choses sur la fin qui m'ont presque donné envie de lire la 3e trilogie, sachant que je crois que l'autrice réfléchit actuellement à une 4e. Bon, je vous rassure, j'en suis pas là. Vu ce que ça m'a fait de lire cette 2e trilogie, je vais quand même attendre un petit peu, mais je suis quand même curieux. Après, je vous cache pas que j'en ai un peu marre de cet univers de fantasy qui ne donne pas de réponse, ou très peu. Là, ça fait quand même, maintenant j'ai lu 9 tomes, hein, parce que moi je vous parle des 2 trilogies de l'Assassin Royal, mais il y a en plus Les Aventuriers de la Mer. Donc moi j'ai lu 9 tomes de cet univers, et j'ai toujours des réponses très vagues sur le rôle du fou, par exemple, certaines créatures, la question des divinités. Au bout d'un moment, je trouve que ça pose un vrai problème. On ne peut pas attirer à chaque fois le lecteur avec des non-réponses ou des réponses aussi légères et dire finalement c'est à vous de faire. Je peux respecter ça sur quelques tomes, mais une trilogie aussi longue, au bout d'un moment, il faut trancher. Même à la question des pouvoirs, la question c'est pas toujours clair. Moi, je préfère vraiment quand Robin Hobb parle des relations, et ça, elle le fait très très bien. Dès l'instant qu'on sort un peu et qu'elle veut donner un côté plus fantasy, bataille de bien contre le mal, tout ça, ça me fatigue davantage. Voilà. C'est pour ça que j'ai bien aimé la fin, parce qu'on a enfin quitté la grande quête pour se concentrer sur qui reste avec qui souffre de quoi, comment réparer les blessures, comment gérer les mauvais souvenirs. Est-ce que les blessures
les mauvaises expériences font partie de nous, est-ce qu'on doit s'en débarrasser? Ça, j'ai bien aimé, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. J'en dis pas plus, parce que sinon vous allez fuir et vous allez vous dire, mais qu'il arrête avec l'assassin royal, on a compris. Ouais, ben moi, visiblement, j'ai pas compris. J'ai énormément progressé aussi dans la roue du temps. Je vais pas m'étaler là-dessus. J'ai lu le tome 7 et le tome 8. Le tome 7 qui est une couronne d'épines, je crois, et le tome 8 qui est le chemin des dagues. Et la raison pour laquelle je ne vais pas faire davantage sur la roue du temps, c'est qu'en réalité, voilà, au bout de 8 tomes, je comprends bien que ça n'a aucun sens de parler de la roue du temps si on l'a pas terminé. Je trouve que les tomes n'ont aucune réelle unité. D'ailleurs, celui-là, là maintenant je l'ai lu une fois de plus, il se passe des choses à différents moments, mais ces choses ne sont pas réglées à la fin du tome. Donc à chaque fois, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme regarder Les Feux de l'amour. Il y a une histoire qui va se régler, mais il y en a 15 autres à côté qui sont en cours. Donc, je peux pas vous parler comme ça des tomes indépendants, de la progression de tel personnage, parce que certains avancent, il se passe des choses bien pour d'autres, pas pour d'autres. C'est suffisamment confus pour moi, pour avoir du mal à me souvenir d'ailleurs si c'est dans le tome 6, dans le tome 5, dans le tome 7. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je me suis pas mal ennuyé dans le tome 7, et il s'est passé pas mal de choses dans le tome 8, et ça m'a fait plaisir. On commence tout de suite avec des histoires de bataille, on termine sur des batailles, il se passe vraiment tout un tas de petites choses, et surtout, une fois de plus, on a plein de personnages féminins, avec leurs défauts et leurs qualités, beaucoup de défauts, mais au moins on a plein de personnages féminins, et c'est quand même chouette d'être dans un univers de fantasy qui donne autant de poids et de place aux femmes. Après, voilà, il faut en discuter une fois de plus de cette place et de ce poids-là, ce rapport toujours homme-femme qui est très les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, avec quelques exceptions, mais pour l'époque, ça restait, je trouve que ça reste quand même assez exceptionnel d'avoir une œuvre avec autant de femmes à des niveaux aussi différents. Ça, pour moi, c'est super agréable et je suis super, super, super content. Donc, je continue ma lecture, je suis donc à plus de la moitié, il me reste en tout 6 tomes si j'ai bien calculé. On verra ce que ça va donner, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais finir, quand vais-je finir ça, est-ce que ça va me prendre encore 1 an ou 6 mois. Peut-être un jour je serai délivré de la roue du temps. Et pour finir, ma lecture récente, j'ai lu de la science-fiction. Ça faisait super longtemps, je crois, que je n'avais plus lu de science-fiction, et j'ai enfin décidé de lire Le Problème à 3 corps. Le Problème à 3 corps, c'est une œuvre de science-fiction écrite par un auteur chinois qui se déroule dans notre univers. Et moi, quand j'ai commencé Le Problème à 3 corps, je ne savais rien du tout sur l'œuvre. Et honnêtement, j'ai aussi envie de garder le mystère et de vous laisser découvrir l'œuvre ainsi. Pour faire simple, parce que c'est loin d'être simple, il y a de nombreuses temporalités qui se chevauchent, quelques temporalités qui se chevauchent, différents personnages qu'on voit au début, on ne sait pas trop pourquoi, on les revoit plus, on les revoit après, on ne comprend pas, on a du mal à comprendre les liens. Donc pour faire simple, il faut imaginer notre univers dans lequel on a des suicides de scientifiques. Vous avez des scientifiques comme ça qui meurent, qui se tuent, et on ne sait pas trop pourquoi. C'est une sorte d'épidémie, une vague soudaine de scientifiques qui semblent renoncer à la vie. Et parmi eux, vous en avez un qui se demande si ça va pas être son tour. D'ailleurs, il est approché par la police, qui essaie de mener l'enquête, essaie de comprendre ce qui se passe, parce que c'est quand même un phénomène étrange qui se déroule partout dans le monde. Et ce scientifique-là se rend compte d'une chose, lorsqu'il prend des photos, il voit, les photos sont, comment on appelle ça, développées, il voit sur ces photos une suite de chiffres, et il comprend très vite que c'est probablement un décompte. Et plus il avance dans cette enquête, et plus il se rend compte que le décompte, il le voit partout. Et il n'y a que lui qui le voit. Et il commence à se poser des questions. Il commence à se rendre compte qu'il y a des choses vraiment très étranges et qui dépassent sa conception même de la science et de la physique. Parce que quand vous êtes un scientifique et que soudainement
vous vous rendez compte que vous avez quelque chose dans votre rétine qui fait qu'il y a un compte à rebours avec des chiffres qui changent au fur et à mesure, vous commencez à vous dire, mais est-ce que j'ai raison dans la science? Est-ce que ce que je crois être vrai et véritable est vrai? Ou est-ce qu'on a tout faux? Est-ce qu'il n'y a pas de règles ou quoi que ce soit? À côté de ça, en parallèle, il y a un mystérieux jeu qui se développe qui s'appelle le problème à 3 corps. Et dans ce jeu-là, vous êtes dans une sorte de civilisation qui tente de survivre à des problèmes météorologiques complètement absurdes. Et, et ce scientifique va se retrouver un petit peu passionné par ce jeu-là, qu'il trouve à la fois très mystérieux, très étrange, et en même temps, il y a quelque chose de captivant à chaque fois. Donc il y revient sans cesse dans cet étrange monde virtuel qui au début semble n'avoir aucune logique. Et j'en dis pas plus. Franchement, je n'en dis pas plus. J'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai été très surpris par ce qu'elle m'a raconté. J'ai beaucoup aimé la fin. Vraiment. Je suis en train de lire le 2e tome. Je ne sais pas du tout dans quelle direction ça va prendre. Je vous avoue que parfois, il faut vraiment s'accrocher parce qu'au niveau de la physique, il y a plein de choses qui sont racontées, qui sont parfois bien expliquées, hein. Vous avez certains théorèmes, certaines notions scientifiques qui sont bien expliquées, et il y en a d'autres où c'est un peu parfois étouffant, tant on ne comprend rien, les photons, les électrons, les 2, 5 dimensions, 9 dimensions, mon cerveau a tendance à exploser. Bon, en plus, j'ai un peu peur là quand on parle d'univers, de ce qui est grand et tout ça. Donc des fois, c'était un peu dur. En plus, c'est un style qui est parfois assez, j'allais dire, froid, descriptif, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai hâte de voir la série en fait, parce que je trouve qu'il y a une vraie poésie et je veux visualiser en fait ce que m'a raconté ce premier tome. Voilà. Il n'est pas très long, il fait je crois 400 pages et quelques. Le tome suivant est un peu plus long. Moi je recommande honnêtement le problème à 3 corps, même si je vous préviens c'est très particulier, c'est très étrange, c'est parfois un peu long. On se dit mais pourquoi il nous raconte ça? Mais j'ai été récompensé par la fin. J'ai trouvé la fin, je sais pas, je peux pas vous en parler, mais moi je l'ai trouvé extraordinaire, d'une réflexion étonnante et voilà, c'est dur, hein, j'aimerais bien vous en dire davantage et en même temps je peux pas parce que c'est mon plaisir à moi de lire un livre sans rien savoir et donc du coup je peux pas vous en parler davantage. Voilà, donc je me tais, ça vous fera du bien. Je vais vous laisser là. Je vous remercie si vous êtes encore là et encore présent de m'avoir attendu. Je suis extrêmement désolé. Je pense que le rythme sera peut-être moins soutenu dans les mois suivants, tout simplement parce que j'ai vraiment énormément moins de temps. J'ai beaucoup plus de travail, je suis donc moins motivé à faire ce genre de choses. Pour autant, quand j'ai suffisamment de choses à dire, je ferai une vidéo. Il n'est pas impossible que dans les prochaines semaines, j'en fasse une autre sur mes lectures en cours, parce que j'ai acheté de jolis livres et j'ai envie de vous les montrer. Mais voilà, dès que j'ai 4-5 lectures comme ça, je vous ferai une vidéo, je vous ferai un petit bilan, comme ça on pourra en nouveau discuter, échanger, parce que je vous avoue que ça m'a manqué énormément de ne pas pouvoir discuter avec vous. Donc voilà, j'ai qu'une hâte maintenant, c'est de me mettre au montage, de vous poster ça et d'avoir vos réponses si vous êtes encore là. Et si vous n'êtes pas là, tant pis, je ne peux pas vous en vouloir. Je vous remercie, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée, un bon fin de mois d'octobre et à très bientôt. Bye bye.